La France, en ce début d'année 1709, traverse l'une des épreuves les plus rudes que ses habitants aient connues de mémoire vivante. Un froid d'une intensité exceptionnelle s'est abattu sur l'ensemble du royaume au cours du mois de janvier. Les rivières sont prises par les glaces. Les arbres éclatent sous l'effet du gel. Dans les campagnes, la terre est devenue si dure qu'aucun outil ne peut l'entamer. Les semences d'hiver, enfouies dans le sol à l'automne, sont détruites en quelques nuits. Ce froid ne ressemble à rien de ce que les anciens du village peuvent raconter. Il s'installe, persiste et transforme le paysage tout entier en une étendue rigide et silencieuse. Dans les provinces du nord comme dans celles du centre, les chemins sont impraticables. La neige recouvre les sentiers que les paysans empruntent d'ordinaire pour se rendre aux bourgs voisins. Les charrettes restent immobilisées dans les cours de ferme. Le bois de chauffage, déjà rare avant l'hiver, devient un bien disputé. Ceux qui possèdent un petit stock de bûches le surveillent jour et nuit. Les autres brûlent ce qu'ils trouvent, parfois des meubles, parfois des poutres récupérées dans des bâtiments abandonnés. Les familles se regroupent dans une seule pièce pour conserver un peu de chaleur. Les animaux, quand ils n'ont pas été rentrés à temps, meurent dans les étables ou dans les champs. Le royaume de France, sous le règne de Louis XIV, est alors engagé dans la guerre de succession d'Espagne. Les armées mobilisent une part importante des hommes valides. Les campagnes sont déjà affaiblies par des années de prélèvements fiscaux et de réquisitions. L'administration royale, centralisée à Versailles, peine à mesurer l'étendue du désastre qui se prépare. Les intendants des provinces envoient des rapports alarmants. Mais les distances et la lenteur des communications retardent toute réaction. Le pouvoir central ne dispose pas encore des moyens logistiques nécessaires pour organiser une aide rapide à l'échelle du pays. Lorsque le dégel arrive enfin au mois de mars, les paysans découvrent l'ampleur des pertes. Les champs de blé d'hiver sont dévastés. Les plants de vignes dans les régions du Val-de-Loire et du Bordelais ont gelé jusqu'aux racines. Les noyers, les oliviers dans le sud, les arbres fruitiers un peu partout, présentent des troncs fendus et des branches mortes. La terre, en dégelant, libère une boue épaisse qui rend les labours encore plus difficiles. Certains paysans tentent de ressemer en catastrophe, mais les semences disponibles sont rares et leur prix a déjà commencé à grimper. Les marchés de village, qui forment le cœur de l'approvisionnement local, voient leurs étals se vider semaine après semaine. Le grain devient introuvable dans de nombreuses régions. Les boulangers des bourgs réduisent la taille de leur pain. Là où une miche nourrissait une famille pour 2 jours, il faut désormais la faire durer 4 ou 5 jours. Le pain que l'on trouve est souvent mélangé à des farines de moindre qualité, de l'orge, du seigle, parfois de l'avoine, habituellement réservée aux chevaux. Dans les zones les plus touchées, les gens consomment des bouillies faites de racines, de glands pilés, d'herbes sauvages ramassées dans les fossés et les lisières de forêt. La journée d'un paysan, en temps normal, commence avant l'aube. Il sort nourrir les bêtes, vérifie l'état de ses champs, prépare ses outils. Mais en cette année 1709, le rythme quotidien est brisé. Il n'y a plus grand-chose à faire dans les champs détruits. Les bêtes survivantes sont maigres et produisent peu de lait. L'activité principale devient la recherche de nourriture. Les femmes partent tôt le matin fouiller les sous-bois, cueillir ce qui peut être mangé. Les enfants sont envoyés glaner dans les champs déjà moissonnés l'été précédent, à la recherche de quelques grains oubliés dans la terre. Les hommes se rendent au marché le plus proche, parfois à plusieurs lieues, dans l'espoir de trouver un peu de farine ou de grains à un prix encore abordable. Dans les villes, la situation n'est pas meilleure. Paris, Lyon, Rouen, Bordeaux, toutes les grandes cités du royaume voient affluer des paysans chassés par la faim. Ces hommes, ces femmes, ces familles entières arrivent avec leurs maigres affaires, espérant trouver en ville ce que la campagne ne peut plus leur offrir. Ils s'installent aux portes des églises, dans les ruelles étroites, sous les ponts. Les hôpitaux, déjà débordés en temps normal, ne peuvent absorber cette vague de misère. Les bureaux de charité, administrés par le clergé, distribuent des soupes et du pain, mais les quantités sont insuffisantes face au nombre de bouches à nourrir. Les rues des villes présentent un spectacle inhabituel. Des files d'attente se forment devant les boulangeries dès les premières heures du matin. Les prix du pain augmentent de jour en jour. Un ouvrier parisien qui consacrait déjà une part importante de son salaire à l'achat de pain se retrouve dans l'incapacité de nourrir sa famille.
Les artisans ferment leurs ateliers faute de clients. Les domestiques sont renvoyés par des maîtres eux-mêmes en difficulté. Le travail journalier, sur les chantiers ou dans les ports, se raréfie. La ville, qui d'ordinaire offre au moins la possibilité de gagner quelques sous chaque jour, ne remplit plus cette fonction. Les intérieurs des maisons urbaines reflètent cette précarité. Dans les logements populaires, souvent constitués d'une ou deux pièces en étage, les familles vivent autour d'un petit foyer. Le mobilier est simple, une table, quelques tabourets, un coffre pour le linge, une paillasse pour dormir. La nourriture, quand il y en a, est préparée dans une marmite unique suspendue au-dessus du feu. On y fait cuire ce que l'on a pu se procurer dans la journée. Le repas est partagé en silence, chaque portion mesurée avec soin. Les enfants mangent en dernier, après les adultes qui travaillent. Les bâtiments eux-mêmes portent les traces de cette époque difficile. Les maisons à colombage des villes du Nord montrent des façades noircies par la fumée. Les toits de chaume des habitations rurales, endommagés par le gel, laissent parfois passer la pluie. Les chemins de terre qui traversent les villages sont défoncés par le dégel et la boue. Les fontaines publiques, qui servent à l'approvisionnement en eau, sont entourées de groupes de femmes venues remplir leurs seaux. Les lavoirs, les abreuvoirs, les puits communaux forment les points de rassemblement quotidiens où circulent les nouvelles, les rumeurs sur les prix, les informations sur les stocks disponibles dans les environs. Les marchands de grains jouent un rôle central dans cette crise. Certains stockent leurs réserves en attendant que les prix montent encore, ce qui aggrave la pénurie. Les autorités locales, les parlements de province, tentent de réglementer le commerce des grains, d'imposer des prix maximaux, d'obliger les marchands à vendre sur les marchés publics. Ces mesures sont difficiles à appliquer. Les convois de grains qui circulent sur les routes sont parfois attaqués par des groupes de paysans affamés. Les émeutes de subsistance éclatent dans plusieurs villes. À Paris, des foules se rassemblent devant les boulangeries et parfois devant les résidences des magistrats pour réclamer du pain à un prix raisonnable. Le clergé occupe une place visible dans la gestion de cette crise. Les curés de paroisse sont souvent les premiers à constater l'étendue de la misère parmi leurs ouailles. Ils organisent des distributions de nourriture, sollicitent les dons des familles aisées, ouvrent les portes des églises aux plus démunis. Les couvents et les abbayes, qui disposent parfois de réserves de grains et de terres cultivées, participent à l'effort de secours. Certains évêques publient des mandements appelant à la charité et à la prière. Les processions religieuses se multiplient dans les campagnes, implorant la clémence divine pour que les récoltes futures soient meilleures. L'après-midi, dans les bourgs, la vie ralentit. Les artisans qui peuvent encore travailler le font avec des gestes mesurés, économisant leur énergie. Le forgeron entretient son feu avec parcimonie. Le cordonnier répare plus qu'il ne fabrique, car rares sont ceux qui peuvent s'offrir des souliers neufs. Le tisserand travaille une toile grossière, moins coûteuse, que les gens du commun peuvent encore acheter. Chaque métier s'adapte, réduit sa production, ajuste ses prix, tente de survivre en attendant des jours meilleurs. Le soir venu, les rues se vident rapidement. L'éclairage public, là où il existe, se limite à quelques lanternes à huile suspendues au coin des rues principales. La plupart des quartiers sont plongés dans l'obscurité. Les portes sont fermées, les volets clos. Les familles se retirent dans leur logement. Le souper, quand il a lieu, est frugal. Un morceau de pain trempé dans un bouillon clair, parfois un peu de lard ou de fromage pour ceux qui en ont encore. Les conversations portent sur les nouvelles du jour, les prix au marché, les rumeurs sur les prochaines récoltes. Les enfants s'endorment tôt sur leur paillasse. Les adultes restent éveillés un peu plus longtemps, surveillant le feu, raccommodant un vêtement, préparant ce qu'il faut pour le lendemain. La nuit, le silence s'installe sur les villages et les villes. Les veilleurs de nuit dans les cités qui en emploient font leur ronde en criant les heures. Les chiens errants fouillent les tas d'ordures. Dans les campagnes, le froid nocturne reste mordant même au printemps de cette année-là. Les maisons rurales, construites en pierre ou en torchis selon les régions, conservent mal la chaleur. Les familles dorment serrées les unes contre les autres, enveloppées dans tout ce qu'elles possèdent de couvertures et de vêtements. Les mois passent. L'été 1709 apporte un peu de répit, mais les récoltes sont maigres. Les champs ressemés tardivement produisent bien en dessous de ce qui serait nécessaire. Les greniers restent à moitié vides. La famine, qui a commencé par le gel de janvier, se prolonge tout au long de l'année.
Les registres paroissiaux de cette période montrent une augmentation considérable du nombre de décès. Les plus vulnérables, les nourrissons, les vieillards, les malades, sont les premiers à disparaître. Les villages perdent une part significative de leur population. Certaines fermes sont abandonnées. Leurs occupants partis chercher refuge ailleurs ou simplement emportés par la faim et les maladies qui l'accompagnent. Les routes du royaume portent les traces de cette errance. Des groupes de mendiants se déplacent de bourg en bourg, de ville en ville. Ils dorment dans les granges, les fossés, les abris de fortune construits avec des branches. Leur présence inquiète les habitants des lieux qu'ils traversent, qui craignent à la fois le vol et la contagion, car la famine s'accompagne de maladies. Le typhus, la dysenterie, les fièvres diverses se propagent dans les populations affaiblies. Les hôpitaux sont saturés, les médecins, peu nombreux et concentrés dans les villes, ne peuvent répondre à la demande. Les remèdes disponibles sont limités et souvent inefficaces. Au fil des mois, certaines régions se rétablissent plus vite que d'autres. Les provinces du Sud, moins durement frappées par le gel, retrouvent un semblant de normalité plus tôt. Les ports de la façade atlantique reçoivent des cargaisons de grains en provenance de l'étranger, d'Afrique du Nord, du Levant, des pays baltes. Ces importations, bien que coûteuses, contribuent à stabiliser les prix dans les villes côtières. Mais l'intérieur du pays, mal desservi par des routes en mauvais état et un réseau fluvial limité, reste longtemps isolé et dépendant de ses propres ressources. La grande famine de 1709 laisse des traces profondes dans les campagnes françaises. Des villages entiers mettent des années à retrouver leur population d'avant la crise. Les terres abandonnées retournent lentement à la friche. Les arbres fruitiers détruits par le gel ne seront remplacés que par la génération suivante. Les vignobles dévastés nécessitent des années de replantation et de patience avant de produire à nouveau. Le souvenir de cet hiver terrible se transmet de bouche à oreille, de génération en génération, dans les veillées au coin du feu. La vie reprend pourtant comme elle reprend toujours. Les paysans retournent dans leurs champs. Les marchés se remplissent à nouveau, lentement. Les artisans rouvrent leurs ateliers. Les enfants grandissent. Les saisons se succèdent, et avec elles le cycle ancien des semailles et des moissons, des vendanges et des labours. Mais quelque chose a changé dans la mémoire collective de ces communautés. La conscience de la fragilité de l'existence, de la dépendance absolue envers la terre et le climat, reste gravée dans les gestes quotidiens de ceux qui ont traversé cette épreuve. Cette année-là, dans les registres et dans les mémoires, reste inscrite comme un rappel silencieux de ce que la vie ordinaire pouvait devenir lorsque la nature imposait sa loi.